coup, j'ai gratté 1 minute. C'est bon? J'attaque? Allez, top. Bonjour à tous, merci d'être venus. Alors, Sanity Check. Sanity Check, comme c'est écrit, on va parler de Kafka, Quarkus, Kafka Streams. Personne s'est planté de conf. C'est bon, c'est bien ça? C'était un peu trop rempli, donc du coup, c'est pour ça que je demande. Du coup, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Daniel Pétisme. Je travaille pour la société Confluent, qui a été fondée par les créateurs de la technologie Kafka. Et donc, du coup, Confluent est un des éditeurs qui package la techno Kafka pour la rendre enterprise ready. Et donc, mon boulot au quotidien, c'est d'accompagner mes clients sur la découverte de la techno Kafka, la découverte des architectures orientées événements, du streaming processing, et de les aider dans l'implémentation de l'écosystème Confluent généralement. Ça, c'est ce que je fais la journée. Le soir, avant qu'il y ait 3 gamins, le soir, je faisais pas mal d'open source. Les 2 contribs les plus majeurs, c'était Gipster et Quarkus. Et du coup, j'en profite pour faire un peu de self-promo. J'ai travaillé avec Manning et donc du coup, j'ai écrit pour Manning 2 live projects, TP, travaux dirigés, vous appelez ça comme vous voulez. En gros, c'est un guide de comment développer des applications avec Quarkus. Il y en a 2. Il y en a un qui est dispo, plutôt orienté débutant. Comment créer une application incrude, grosso modo, avec une interface, avec une API HTTP et déployée sur du cube. Celle-ci est dispo et la deuxième série devrait arriver fin du mois autour de inclure toutes les contraintes d'entreprise, sécurité, observabilité, communication inter-microservices, HTTP, Kafka, et donc du coup elle sera dispo. Donc du coup c'est pour ça que j'ai bossé un peu sur Quarkus. L'objet de la conf d'aujourd'hui, ça va être de parler encore une fois de Quarkus, Kafka, Kafka Stream, les mots commencent à se répéter un petit peu. Et si vous regardez le descriptif, quand j'étais très inspiré, en fait, si vous lisez la dernière phrase, il faut attacher sa ceinture 2 fois. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut l'attacher 2 fois. Et du coup, pendant la présentation, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer Quarkus. Avant de vous expliquer qu'est-ce que Quarkus, je vais surtout vous expliquer pourquoi un framework est apparu et pourquoi Quarkus est intéressant. Pourquoi le paradigme Quarkus est intéressant, les grands piliers de la technologie. Ensuite, on va aller côté Kafka Stream, parce que c'est quand même mon activité principale. Et je vais vous montrer qu'est-ce que sont Kafka et Kafka Stream et comment Quarkus nous aide entre guillemets, à se connecter à un cluster Kafka, à produire de la donnée ou à faire du streaming processing. Okay. J'avais fait une promesse dans la description du talk, c'est qu'il n'y ait pas de slide. Donc il n'y a pas de slide. Cette promesse a été tenue. Donc du coup, on va passer notre temps soit dans le terminal, soit dans l'IDE. Donc c'est généralement des trucs, des présentations qui sont assez tricky d'un point de vue taille de police, couleur, etc. Donc si vous ne voyez pas, s'il y a un problème de couleur, vous me le dites, j'essaie d'augmenter, on essaie de corriger. Okay. J'ai 2-3 éléments sur Internet, mais grosso modo, le plus gros du boulot, il va être dans l'IDE. Ok. Donc du coup, on va attaquer notre histoire avec Quarkus. Et en fait, avant de commencer Quarkus, en fait, on va aller côté Spring d'abord. Alors du coup, il y a la caméra là-bas, il faut que je dise, Spring est un très bon framework. J'ai pas dit qu'est-ce qui n'est pas dans le talk. Je vais pas faire d'optimisation de framework. Je vais pas faire d'optimisation de mémoire à outrance. On va pas rentrer dans un débat de combat des frameworks, lequel est meilleur que lequel. On va pas aller dans toutes ces discussions-là. Si vous voulez en parler, on se croise à la pause, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ça ne fera pas partie du talk. Je vais prendre Spring parce qu'en fait, pour moi, Spring est un peu la quintessence d'un modèle de programmation de l'écosystème Java. Et donc, du coup, on va venir expliquer certaines limites de l'écosystème Java en utilisant Spring. Mais je tiens vraiment à dire et à insister, Spring fait tourner des applications mission critical depuis des années. Donc, du coup, Spring est un très bon framework. Okay, je vais juste l'utiliser comme exemple. Du coup, comme à peu près tous les développeurs, quand je veux faire du Spring, je vais sur Start Spring.io. Et je vais créer un petit projet qui s'appelle Spring. Et je vais faire un petit projet web, très simple. Je vais mettre Reactive Web parce que c'est un mode. Et en gros, ce que je veux faire, c'est afficher un endpoint HTTP, tout bête, qui en fait va être hello. Et dès qu'on va le taper, il va retourner une chaîne de caractères qui sera hello, ce que j'ai envie. Okay. On commence à rentrer dans le terminal. Tout le monde arrive à voir? Ok, super. Donc là, de manière très originale, tac, 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 tac. Spring, c'est forcément l'un des deux. Ok, j'ai dézippé mon appli, j'ouvre mon IDE. Ok, j'ai scanné tout ça, super. Et donc je vous disais, je vais juste créer une toute petite appli. J'ai un contrôleur parce que je suis feignant. Donc mon contrôleur, hop, je
je grossis pour ceux qui sont au fond. Je vais récupérer une route qui s'appelle Hello et je vais retourner Hello Volcamp. Ok, rien de transcendant jusque là. Je vais faire un package. Je skip les tests parce que tester c'est douter. Et je lance mon appli. Target Spring. Hop. Spring. Et donc du coup j'ai une démo, j'ai une application qui a démarré en 1 seconde 6, grosso modo. Et pour vous montrer, l'appli répond bien. Okay, donc maintenant la question c'est, ok, j'ai démarré une application, mais quelle est l'empreinte mémoire de cette application? On a vu qu'elle a démarré en 1 seconde 6. Maintenant elle a besoin de combien de mémoire pour tourner cette appli? 10 MB, 100 MB, 1 giga. Alors déjà la question est un peu piège. Parce que quand on parle de mémoire en Java, il y a différentes zones de mémoire. Souvent les développeurs ils sont très à l'aise avec la notion de heap, qui est la zone mémoire dans laquelle on va créer les objets, on va les stocker et potentiellement on va les nettoyer. Donc les XMS, XMX, vous les maîtrisez par cœur, c'est très bien. Mais ce n'est pas la seule zone mémoire qui existe dans la JVM. Il y a d'autres zones mémoire. Et alors juste pour information, les frameworks sont assez malins. Si vous regardez la heap, ils mettent des trucs ailleurs que dans la heap, comme ça vous avez l'impression que vous avez une heap qui est plus petite. Donc ça c'est pour la mémoire qui est managée par la JVM. Ça c'est une première type de mémoire. Mais c'est pas parce que votre appli c'est du Java qu'en fait toute la mémoire va être dans la JVM. Potentiellement, il y a des applicatifs Java qui vont consommer de la mémoire en dehors de la JVM. Par exemple, Kafka Stream. On va voir un peu plus tard que Kafka Stream utilise une petite base de données qui s'appelle RocksDB, qui est écrite en C++. Et cette base de données va provisionner de la mémoire non managée, en dehors de la JVM. Et pourtant, c'est toujours la mémoire qui est rattachée à votre process Java. Et donc du coup, si on veut regarder la mémoire d'un process, en fait, on a quelque chose qui s'appelle le RSS, qui est ici, qui s'appelle le Resident Set Size, et qui est l'empreinte mémoire de votre processus tel que vu par l'OS. Okay, et c'est cet indicateur-là que notamment des plateformes type Cube va utiliser pour être capable de piloter la gestion de la mémoire et pour voir si un pod en fait, dépasse les quotas qu'on lui a donnés, donc du coup il faut le tuer. Okay, donc on va utiliser le RSS, et parce que je suis feignant, je me suis fait, enfin j'ai un alias, merci Clément Escoffier, j'ai un alias qui du coup va me faire mon PS, qui va grepper sur ce que j'ai envie de grepper, et qui va me faire une conversion de bytes en mégabytes, comme ça j'ai un truc un peu plus sympa. Du coup, si je regarde le RSS de mon application, je vois que d'un point de vue OS, je consomme 195 MB, 200 MB, on va dire, de RAM pour faire tourner un Hello World. Mon code métier est quand même relativement petit, je fais juste un Hello World, tout le reste c'est du framework. Ok, super, on a fait ça en Spring. On arrête l'appli. Et maintenant, on va faire la même chose en Quarkus. Okay, donc quand on va faire du Quarkus, à la place d'aller sur Start Spring.io, on va sur Code Quarkus.io. Et on a un wizard à peu près pareil. Mon appli, je vais l'appeler Quarkus. Et j'ai pas besoin de rajouter le web parce qu'il est par défaut. Elle génère mon application. Et maintenant, c'est le truc qui est pénible, c'est que à chaque fois j'ai l'un ou l'autre. Quarkus, ok, je dézip, j'ouvre l'application, ça sera fait. Si je peux l'éteindre, on va plus en avoir besoin. Ok, donc l'appli est en train de charger. Juste pour vous montrer. J'ai un Hello World à peu près pareil qui va retourner Hello from REST is reactive. Fondamentalement similaire avec ce que j'ai fait côté Spring. Je fais la même chose, je teste toujours pas. Ok, mon appli a démarré. Je fais mes... Faut peut-être que je démarre l'appli. C'est mieux. Alors, petit truc intéressant côté Quarkus, petite digression. Tout à l'heure, on a lancé un fat jar côté Spring. Donc la JVM va prendre le jar. Et en fait, la première chose que va faire la JVM, c'est qu'elle va dézipper. Et du coup, c'est une opération qui n'a pas beaucoup de valeur, dézipper pour charger les classes. Donc déjà, Quarkus a une première différence, on en verra d'autres, mais en fait, il n'y a pas de fat jar. On peut construire des fat jars, mais il va notamment exploser. Et notamment, Quarkus a été construit, et je l'expliquerai un peu plus tard, avec le monde du conteneur en tête. Et quand vous construisez une image Docker, vous avez des layers. Et le but, c'est de modifier le moins possible les layers, ou de garder juste le dernier layer pour modifier, parce que du coup, vous avez des chaînes de build qui sont beaucoup plus rapides. En fait, Quarkus suit un pattern que Jib, pour ceux qui connaissent, utilise aussi, qui est de dire les ressources de mon applicatif, je vais les dispatcher sur plusieurs layers Docker. Et donc du coup, comme ça, si mes dépendances n'ont pas bougé, j'ai pas besoin de reconstruire ce layer-là.
la plupart du temps, c'est le code qui va bouger et assez peu les layers. Okay, donc du coup, c'est pour ça que quand je veux lancer mon application, encore une fois, je pourrais le lancer en Fadjar, etc. Mais quand je le lance en Quarkus, je ne vous ai pas montré le LS, je suis en train de me dire. Je suis en train de vous dire un truc, mais je ne vous le montre pas. Hop. Là, on voit que je vais avoir un runner qui va démarrer l'applicatif. Et puis après, j'ai un dossier app, lib et Quarkus. Et le but, c'est de dispatcher ces dossiers sur des layers différents pour accélérer ma chaîne de build sur du Docker. Ce n'est pas l'objet de la conf. Donc, on revient sur ma présentation. Tac. Et donc, du coup, je lance mon runner. Ok, mon application a démarré cette fois en... où c'est qu'elle est écrit 0,6 secondes. Donc, tout à l'heure, j'étais en 1 seconde 5, 0,6. Donc, j'ai pas tout à fait gagné une seconde, mais pas loin. Je fais mes hello world. Donc là, j'ai bien mon hello. Et maintenant, si je regarde mon RSS, je consomme 110 MB pour une application qui fait fondamentalement la même chose. Okay, donc 200 MB d'un côté, 110 MB de l'autre. Et c'est maintenant que je vous propose de prendre un peu de recul pour comprendre pourquoi Spring, je l'ai pris comme exemple, pourquoi ça consomme 200 MB et pourquoi Quarkus a gagné en espace mémoire. Spring, en fait, ce que je vous ai dit, c'est un peu un modèle du modèle de programmation qu'on a utilisé dans l'écosystème Java. Quand la JVM est apparue, il y a eu des capacités qui sont arrivées avec la JVM qui ont été super intéressantes, qui sont l'introspection et la réflexion. L'introspection, c'est la capacité à dynamiquement, pendant le runtime, de connaître l'état de l'application. Et la réflexion, c'est pendant le runtime, avoir la capacité d'altérer le comportement de mon application. Donc, du coup, tous les gens qui venaient du C, C++, où en fait, il n'y avait pas forcément ces capacités-là, en gros, au build time, ils définissaient tout ce qu'il fallait faire, et puis l'application fonctionnait telle qu'elle avait été prédite. Et il y avait assez peu d'évolution de l'application pendant son exécution. En Java, du coup, on a ces capacités-là, et en fait, ça a été assez fondateur de tout l'écosystème Java. Je prends deux exemples. Les ORM, la couche qui permet de mapper une base de données avec votre applicatif. La promesse des ORM, c'est d'être abstrait de la base de données. Or, il y a bien un moment, il va falloir que je crée tous les objets nécessaires, que je connecte mon driver en fonction d'une base de destination. Et donc tout ça, ça va être fait de manière dynamique avec de la réflexion. À un moment, il va bien falloir que je mappe des colonnes de table avec mes champs. Il va falloir que j'appelle mes getters, mes setters de manière dynamique. C'est de la réflexion encore une fois. Je prends un deuxième exemple, les conteneurs d'injection dépendance. L'injection dépendance, c'est quoi? En Java, mais dans plein d'autres langages, on essaie de séparer les interfaces des implémentations et on défère le plus longtemps possible le choix de l'implémentation. Et pour faire ça, une des techniques, c'est d'utiliser un conteneur d'injection dépendance dans lequel on va enregistrer en fait les différentes implémentations, les différents points d'injection. Et c'est le conteneur qui, au moment nécessaire, ira prendre les objets et les injecter dans le code. Et au besoin, si une implémentation dépend elle-même d'autres implémentations, construire tout le graphe de dépendance et le charger. Et Spring, à la base, c'était un conteneur d'injection de dépendance. C'est pour ça que je l'ai utilisé comme exemple. Cette pratique de réflexion et d'introspection, elle était super intéressante. C'est vraiment ce qui a construit, ce qui a bâti tout l'écosystème Java. Or, en informatique comme dans la vie, il n'y a pas de solution parfaite, il n'y a que des compromis. Et le compromis sur la réflexion et l'introspection, c'est qu'en fait, quand mon application a démarré, il y a un moment, il va falloir que je scanne toutes les classes. Donc, c'est des opérations supplémentaires que je fais à l'exécution. Donc, c'est du temps que je suis en train de prendre sur le démarrage. Puis, potentiellement, je vais avoir besoin de créer des objets intermédiaires. Je parlais de base de données, je vais devoir créer des providers, des factories de Oracle, de MySQL, etc. Donc, je vais charger des objets en mémoire. Et ces objets-là, c'est des objets techniques qui sont liés à la méthode dont les frameworks ont été construits. Donc, du coup, j'ai cette overhead, entre guillemets, de ressources qui apparaît. Et c'est assez caractéristique sur les applis Spring. Généralement, quand vous tournez sur du Cube ou ailleurs, vous voyez un gros pic de consommation au démarrage, et après, vous voyez que ça se stabilise. Et donc, c'est l'opération de Bootstrap. Ok, on consomme des ressources, mais quoi? C'est quoi le problème? En fait, le problème, c'est que le football, il a changé. Le monde, il a changé. Et du coup, en fait, on est arrivé sur des modèles un peu comme ça. En fait, la densité applicative a augmenté. Avant, on avait un gros monolithe, puis on avait des infrastructures qu'on achetait par marge d'escalier. Soit on était au bord de la limite et on achetait un plus gros serveur, soit on était au milieu et on était tranquille. Alors maintenant, on a multiplié le nombre d'instances. Donc du coup, cette overhead technique-là, on l'a multiplié par le nombre d'instances qu'on repère. Et quand on prend des plateformes type Kubernetes qui sont rien de plus que des mutualisations portées à l'extrême, en fait, l'espace ou la ressource coûte extrêmement cher. Un autre exemple, le cloud. Le cloud, les modèles de ressources sont infinis, virtuellement infinis. Or, à la fin du mois, en fait, il y a quelqu'un qui doit payer la facture. Et le problème, c'est que si vous allez voir votre FinOps et que vous lui dites par contre, en fait, mon appli qui fait Hello World, elle consomme 200 MB, il faut que tu payes tant de dollars à la fin du mois, il ne va pas être content. Et donc, du coup, on arrive sur un
paradoxe qui est assez compliqué, c'est que la plateforme Java est appréciée par beaucoup de développeurs. Or, dans des contextes cube ou des contextes de cloud, elle se faisait challenger par des modèles de programmation plus légers, plus efficients d'un point de vue consommation de ressources. Donc du coup, c'est dans ce contexte-là que Quarkus est apparu, qui est de dire comment on peut faire Java great again, c'était la baseline du début. C'était en gros comment repenser l'écosystème Java dans un monde où les ressources sont extrêmement limitées. Et donc c'est ce que Quarkus a fait. Pourquoi Quarkus est si différent de Spring? En fait, on va dire l'idée principale derrière Quarkus, elle n'est pas transcendante. En fait, ils ont remis au goût du jour une pratique qui était à la mode, qui s'appelle la précompilation, si je résume. La précompile, c'est quoi? Pour ceux qui ont fait du C ou du C++, c'est quand j'ai des opérations qui sont très coûteuses, je les fais au moment de la compilation, comme ça je précalcule et j'enregistre le résultat dans mon binaire final. Quarkus va faire la même chose. En fait, ce que Quarkus s'est rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup d'opérations qu'on fait au runtime qui en fait pourraient être décalées et faites en avance pendant la phase de construction. Donc du coup, ce que va faire Quarkus, c'est que au moment où vous construisez votre application, ils vont rajouter une étape qui s'appelle l'étape d'augmentation et qui permet en fait de simuler le déploiement de votre applicatif. Et ils vont enregistrer le bytecode qui a été généré et ce bytecode-là, ils vont l'inliner dans l'applicatif final, dans le bytecode final. Et donc du coup, puisqu'on a déjà généré toutes ces classes, on a déjà le chemin final et donc du coup, on est capable d'accélérer les démarrages. C'est l'idée derrière Quarkus. Maintenant, Quarkus, c'est pas... Donc, d'où la baseline supersonique, subatomique Java, c'est vraiment cette volonté d'aller démarrer plus vite, de consommer moins de ressources, et avec cette idée principale de tout ce qui était fait au runtime, je vais le décaler au build time pour essayer de gagner. Maintenant, Quarkus, c'est pas que ça. Quarkus a été notamment construit avec Cube et les conteneurs en tête, on en a parlé. Il y a une volonté aussi côté Quarkus de réutiliser des standards. Donc côté Quarkus, donc Quarkus c'est un projet open source, je ne l'ai pas encore dit, c'est un projet open source qui a été démarré par Red Hat et principalement supporté par Red Hat. Et en fait le choix qui a été fait, c'est de dire on va utiliser les specs Eclipse Microprofile. Donc avant on avait la spec Java Enterprise, Oracle a racheté, ça s'est pas très bien passé, ça a été donné à Eclipse, et en fait Eclipse a explosé la spec en plein de petites specs qui s'appelle Eclipse Microprofile, et donc du coup c'est on va dire l'enfant spirituel de Java Enterprise. Et donc Quarkus utilise ces specs-là, et donc du coup les implémentations qui leur sont associées. C'est pour ça que presque tout ce qui est fait dans Quarkus est standard d'un point de vue spec. Et aussi quelque chose qui est intéressant côté Quarkus, mais qu'on ne va pas parler aujourd'hui, c'est cette volonté d'unifier la programmation impérative de la programmation réactive. On va pas en parler. Et le dernier pilier, qui est super important, c'est qu'en fait, il y a vraiment une volonté très forte de rendre le développement d'applications Quarkus fun, agréable et efficient. Et donc du coup, c'est quelque chose qui est très présent dans Quarkus. Et on va le voir. Maintenant qu'on a dit tout ça, on va faire un peu de démo Quarkus pour voir un peu les features. Première chose, il faut que je pense à éteindre cette appli-là, sinon à chaque fois je me fais avoir. Première chose, vu que les démarrages sont extrêmement rapides côté Quarkus, en fait, compile. Je vais y arriver, oui. mvnw compile Quarkus dev. En fait, les démarrages étant tellement rapides, Quarkus a proposé un mode de live reload. On a l'habitude de voir du live reload côté client, là on va voir du live reload côté serveur. Typiquement, donc là mon application est démarrée, ok. Je fais mon curl grstz, super. Je change en volcamp. Je fais un deuxième appel, maintenant j'ai le volcamp. Et si je, hop, attendez, je vais vous faire un truc comme ça. Si je regarde dans mon code, j'avais démarré mon application une première fois, ici, et on voit que l'application a été stoppée et rechargée en l'espace de moins d'une seconde, ce qui donne ce sentiment de live reload. En plus du live reload, j'ai du continuous testing. Donc là, si je démarre les tests, vu que j'ai modifié mon code, je vais avoir mon test qui ne passe plus. Normal, donc je vais... Est-ce que si je fais ça, il me l'ouvre? Ouais. Mon test, il vérifiait que c'était rest easy, et maintenant c'est volcamp avec un point d'exclamation. Ok. Et mon test, maintenant, il se remet à passer. Donc le démarrage, le test, Quarkus détecte automatiquement quel test fail, quel bout de code a été changé, quel test réexécuté. Donc du coup, ça, ils sont capables de le faire. Okay. Je vous ai dit que Quarkus était cube-friendly. Et en fait, dans Quarkus, on a toute une mécanique d'extension pour étendre le comportement applicatif. Et on va commencer à rajouter quelques extensions. Extension. Vous voyez toujours, c'est bon, ou il faut que je grossisse, ou il faut que je fasse quelque chose?
Ok, pas de souci. Il faut juste que je trouve. Tac. On va essayer. Ah oui. Hop. Comme ça, c'est bon? Ok, super. Donc là, je dis que je veux rajouter des extensions, une extension Cube, une extension Prometheus, une extension SmallRye Else, qui est en fait l'implémentation de la spec MicroProfile Else. Okay, donc c'est un peu comme JPA et l'implémentation de JPA, si je résume. Donc je rajoute ces extensions. Niveau chrono, je suis comment? Je suis pas mal en fait. Il faut que j'enlève 10 minutes. Okay. J'ai rajouté les extensions. En fait, les extensions de Quarkus sont rien de plus. Sont rien de plus que des dépendances. Donc là, on voit la cube, on voit else, on voit Prometheus. Ok. Je vais y arriver. Je redémarre mon application. Tac. Et maintenant, si je retourne, si je vais sur localhost 8080, en fait, donc ça c'est la page par défaut. Si je faisais mon hello, on dirait que j'ai un hello qui s'affiche. Ici, super. Et quelque chose qui est intéressant, c'est qu'en fait, Quarkus met à disposition, alors je vais peut-être dézoomer un peu, hop, oui, c'est bon, met en place une dev UI qui en fait se veut le partenaire du développeur pour en fait fournir tout un tas de capacités pour faciliter le développement. Donc là, on voit que j'ai tout un tas de choses. J'ai un éditeur de config. Ok, super, je peux modifier les valeurs à chaud. On voit toute la partie injection de dépendance, on voit tout un tas de choses. Je vous ai parlé de else, on le voit ici. Donc j'ai les endpoints, entre guillemets, les probes qui sont par défaut. Je dois même avoir une interface graphique. Ouais, ok, il me dit que je suis up, super. Et j'ai Micrometer. Alors ils ont été feignants, ils n'ont pas mis le lien directement dedans, Metrix. Mais en gros, je vais avoir des métriques par défaut sur mon applicatif. Et si je veux cube, alors faut pas que je clique ici parce que sinon ça pète. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai pas checké. Mais si je package mon appli, ok, super. Si je package mon appli, j'ai un dossier cube ici et j'ai le manifeste cube qui m'est automatiquement généré avec les bonnes pratiques, avec des annotations pour scraper, avec le déploiement, avec mes probes, etc. Donc, tout ça, c'est géré par défaut. Et plus je vais rajouter d'extensions, plus Quarkus va mettre à jour ses manifestes pour refléter la réalité de ce que j'ai. Ok? Ça, c'était Quarkus, l'intro à Quarkus. Maintenant, je vais passer à côté Kafka. Kafka, c'est bon? On est bon niveau timing? Top. Kafka, c'est quoi? Kafka, c'est une techno d'intégration qui va permettre de connecter des producteurs de données avec des consommateurs de données. Ce qui est bien avec Kafka, c'est que ça implémente un pattern publish-subscribe, c'est-à-dire un producteur ne sait pas qui ou quand qui va consommer sa donnée ou quand sa donnée va être consommée. Donc du coup, ça fait créer un grand niveau de découplage entre les producteurs et les consommateurs. Et en plus de ça, vu qu'en fait, un producteur va produire une donnée dans ce qu'on appelle un topic qui va agir comme un buffer, en fait, on va avoir un découplage temporel entre le producteur et le consommateur. Donc du coup, ça va permettre d'implémenter des patterns asynchrones qui scalent beaucoup mieux dans la plupart des organisations. Kafka, ça s'appuie sur une idée qui est toute simple, qui est en fait d'avoir une log distribuée. Vous connaissez tous un fichier log, on écrit toujours à la fin de la log, toujours. Et contrairement à d'autres technos de messaging, où en fait quand on consomme un message, on supprime le message d'un tuyau, dans Kafka, rien n'est jamais supprimé, on va venir marquer la position de lecture de chacun des consommateurs. Donc si je lis un fichier, Daniel il sera à la ligne numéro 10, Anthony sera à la ligne numéro 5, il fallait que je choisisse quelqu'un, sera à la ligne numéro 5, etc. Et donc du coup, ça va permettre que chacun évolue à son rythme, sans jamais avoir à dupliquer la donnée, sans jamais avoir à recréer des souscriptions, des queues ou quoi que ce soit. Donc du coup, ça nous permet de créer de supporter des use cases orientés batch. J'ai un offset, une ligne où je me suis arrêté. La prochaine fois que je vais lire, je vais recommencer de cette même ligne. Ou je suis chaque ligne et je suis en mode tel-f. Et donc dans ce cas-là, je vais être capable de réagir au dernier message qui a été produit. Okay. Du fait de ces capacités-là, on dit que Kafka permet de faire du streaming processing, on va être capable de gérer des événements au fil de l'eau. Et donc du coup, ça donne la capacité d'implémenter des use cases, on va dire traitement au fil de l'eau, de réaction en temps réel, etc. Kafka, c'est une techno distribuée, donc potentiellement on déploie la technologie, on déploie le middleware sur plusieurs machines, et donc du coup, on va avoir automatiquement des features de scalabilité
et de résilience. Si un nœud tombe, automatiquement, les autres nœuds vont prendre le relais, la donnée sera sauvegardée, etc. Entre un producteur et un consommateur, je vous ai parlé de ce fameux buffer. Je vais caler le terme tout de suite, comme ça vous le verrez plus tard. On appelle ce buffer un topic. Donc un producteur écrit dans un topic, un consommateur lit depuis un topic. Et parce que Kafka est encore une fois scalable, on va découper ce topic en plusieurs partitions, plusieurs sous-ensembles qu'on va distribuer sur plusieurs machines. C'est comme ça qu'on va être capable de mettre à l'échelle la production ou la consommation de données. Ok, donc maintenant que je vous ai parlé de Kafka, on va voir comment Quarkus nous aide. Je vous ai dit, tout est extension dans Quarkus. Hop, il faut juste que je la trouve, c'est tout. Client. Donc j'ai une extension qui s'appelle Quarkus Kafka Client. Là. Donc j'ai rajouté l'extension, je refresh Maven histoire que IntelliJ m'embête pas. Ok. Et puisque je suis en train de faire du Quarkus, je vais profiter de tout ce qu'un framework, on va dire, d'entreprise me permet. Donc je vais être capable de faire de l'injection de dépendance en gardant en tête que il va essayer de déployer mon injection avant le build time. Mais je peux faire de l'injection de dépendance et je vais utiliser CDI pour faire l'injection de dépendance. Donc là, typiquement, j'ai besoin d'un producteur de données pour écrire dans Kafka. Donc j'ai besoin d'un Kafka producer. Ce Kafka producer, je l'écris. Un peu de tuyauterie. Kafka il stocke tout sous format de tableau de bytes. Donc quelque part, il faut que je dise comment je passe d'une représentation objet au tableau de bytes ou comment je passe du tableau de bytes à la représentation objet. Donc ici, je dis que je veux écrire ma donnée. Ma donnée, c'est une chaîne de caractères. Je veux sérialiser ma chaîne de caractères en bytes. Potentiellement, j'aurai besoin de désérialiser mon bytes en chaîne de caractères. Donc là, je vais créer mon produceur. Donc, ok, j'ai un produceur. Maintenant, il me faut un topic. Config Kafka producer. Il me faut un topic. Donc, j'ai décidé de mettre une propriété qui va s'appeler app.topics.name, etc. Donc, ça, c'est une propriété que moi, je définis pour être capable de la surcharger sur mon environnement de prod ou quoi que ce soit. Et je vous ai dit que Quarkus investit beaucoup sur l'expérience développeur. Et Quarkus va me mettre à disposition quelque chose qui s'appelle les Dev Services. Les Dev Services, ça va être Quarkus qui prend en charge tous les éléments middleware qui pourraient être nécessaires à l'exécution de mon application. Je vous ai dit, je fais du Kafka, j'ai besoin d'un cluster Kafka. Je pourrais très bien démarrer un Docker Compose avec un cluster Kafka, mais en fait, Quarkus va prendre cette responsabilité à sa charge, et du coup, moi, je n'ai pas besoin de m'embêter avec tout ça. Donc ça, c'est ce que les Dev Services vont faire. Et je vais lui dire en plus, j'ai besoin d'un topic qui s'appelle namesRow. Merci de me le créer avec une seule partition. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire dans ces deux lignes-là. Hop, j'ai pas rajouté hello simple. Hop là, je vais rajouter une deuxième méthode hello qui elle va prendre un nom en paramètre et qui va retourner un peu comme hello volcamp. En gros, c'est juste je retourne le hello avec le nom. Et ce que je vais chercher à faire en fait, c'est à capturer les noms que je récupère et les envoyer dans un topic Kafka. Le but ultime étant de faire des analytics et de dire combien de fois j'ai appelé Daniel, combien de fois j'ai appelé Duke, combien de fois j'ai appelé John. Donc j'ai ma méthode, j'ai un endroit où j'ai défini un Kafka producer, j'ai un endroit où j'ai défini le topic dans lequel je voulais écrire. Maintenant, il ne me reste plus qu'à assembler mon code. Hop là, mes dépendances. Donc je récupère le nom de mon topic que j'ai défini dans mes properties. Je récupère mon point d'injection, donc mon Kafka producer. Et maintenant, hello producer, j'ai plus qu'à envoyer ma donnée dans Kafka. Donc j'ai un producer.send qui va envoyer un record dans mon topic de sortie. Je vais envoyer le name et je fais un peu de gestion d'erreur pour savoir si mon écriture s'est bien passée ou pas bien passée. Ok ? Je lance mon appli. Tac, tac. Il me reste combien de temps? Ok. Parfait. Je démarre mon appli. Ok. Là, on ne le voit pas très bien, mais en fait, Quarkus est en train d'interagir avec... Là, il fait du test conteneur, il est en train d'interagir avec Docker. Donc en fait, il est en train de me démarrer un conteneur Kafka derrière pour moi. Et ensuite, il m'a démarré mon application. Donc du coup, je vais aller là. Si je retourne sur ma dev UI, je vois que j'ai une nouvelle tuile qui s'est créée, qui est pardon, Kafka UI. Et dedans, en fait, j'ai une petite interface graphique qui va me permettre de voir un peu mon cluster Kafka. Là, je peux voir les nœuds de mon cluster. Donc j'ai un cluster, il a un seul nœud. Petit pincement au cœur, Quarkus a décidé de partir avec Red Panda pour l'implément par défaut de Kafka.
Je vous ai dit, il y a différents providers de Kafka, il y a même différentes implémentations de Kafka. Kafka, avant tout, c'est un protocole réseau. Et donc, du coup, il y a différentes implémentations. Red Panda en est une. Donc, du coup, ça, c'est mon cluster. Il tourne sur localhost, sur le port 55.124. Okay. J'ai un topic qui s'appelle namesRow, qui a une seule partition. Et maintenant, hop, si j'appelle Daniel 2 fois, et que je l'appelle Duke, ok. Si je retourne ici, je refresh un coup, je vois que j'ai 3 messages. Et du coup, j'ai bien mes 3 messages. Et maintenant, c'est le moment de boire un coup d'eau. Hop là. Bon. Donc là, je vous ai montré comment on produit de la donnée. De la même manière, on pourrait plus ou moins la consommer. Okay. Maintenant, ce que les gens cherchent à faire, la plupart du temps, une fois qu'il y a de la donnée dans Kafka, c'est je lis la donnée, je la transforme, je reproduis. Je lis la donnée, je l'enrichis, je la reproduis. Je lis la donnée, je fais des jointures, je la reproduis. Et donc, du coup, on va avoir une espèce de pipeline de données et on va implémenter ce qu'on appelle du streaming processing. Je lis, je transforme, je republie, je réagis en temps réel. Dans l'écosystème Kafka, hop là, c'était pas ça que je voulais. Dans l'écosystème Kafka, en fait, on a une technologie qui s'appelle Kafka Streams. Kafka Stream, en fait, ça va être une bibliothèque que vous allez rajouter à votre projet pour justement faire ce streaming processing, lire de la donnée, transformer, réécrire dans un autre topic. Contrairement aux autres technologies, on va dire d'intégration, ou les technologies historiques, Kafka Stream tourne vraiment en dehors du middleware. Quand vous faisiez l'EAI ou l'ESB, on construisait un bar et on devait le déployer dans l'EAI. Là, ça tourne vraiment en dehors. Donc, il y a vraiment un découplage entre le middleware et l'applicatif. Comment se positionne Kafka Stream? En fait, je vous ai montré une primitive qui était un Kafka producer. On va avoir un Kafka consumer. Et donc, du coup, un producer et un consumer, ça va être un peu un driver. Je vais pouvoir écrire, je vais pouvoir m'abonner à un topic, je vais pouvoir consommer. Et ça va être des opérations de très bas niveau. Kafka Stream, en fait, va venir wrapper ces opérations-là pour donner une sémantique de plus haut niveau pour faire du streaming processing. On va avoir du filter, on va avoir du map, on va avoir du flat map, des opérations que vous avez l'habitude de voir avec Java Streams. Mais on va avoir d'autres choses aussi. On va être capable de faire de la jointure entre flux de données. J'ai des transactions de carte bancaire, j'ai un référentiel de clients, je veux enrichir mes transactions de carte bancaire, donc du coup je vais pouvoir faire des jointures entre différents flux de données. Ça va être une capacité. Une autre capacité intéressante avec Kafka Stream, ça va être de faire des opérations dites stateful, des agrégations. Je vais faire un count, je vais faire un average, je vais faire un sum. Ces opérations-là ont besoin de stocker un état entre les différents appels. Et donc Kafka Stream va me permettre de faire ces opérations stateful, de gérer cet état pour moi, et le gérer de manière scalable et résiliente. Si un nœud Kafka Stream tombe, automatiquement, je vais être capable de récupérer depuis ailleurs. Quelque chose que je n'ai pas forcément dit, je suis en train de me rendre compte, Kafka Stream, au même titre que Kafka, c'est une techno qui est scalable et résiliente. Vous avez une instance Kafka Stream, vous allez lire toute la donnée disponible dans un topic, vous en démarrez 2, elles vont se partager le travail. Vous en démarrez 4, elles vont se repartager le travail, etc., etc. Et donc du coup, si une instance tombe, automatiquement, les autres vont reprendre la suite du processing. Par-dessus Kafka Stream, on a une autre technologie, pour le coup une technologie Confluent, qui s'appelle KSQLDB, qui en fait permet d'écrire sous format SQL-ish la plupart des flux de processing de données. La plupart des gens, premier use case de streaming, ils veulent faire select, une projection, donc je veux mapper des champs, un filter et un group by. Ils s'arrêtent à peu près là. Donc du coup, KSQLDB vient fournir encore un niveau d'abstraction supplémentaire pour faciliter le ramp-up. Okay. Comment on fait du Kafka Stream avec Quarkus? Encore une fois, c'est une extension. Hop là. Je rajoute mon extension. Super, je rafraîchis ma vanne pour pas qu'il m'insulte. Très bien. Et donc maintenant, je vais faire ça. Je fais de l'injection, je fais du CDI, donc du coup, en fait, ce que Quarkus va me demander par rapport à Kafka Stream, c'est de lui produire ce qu'on appelle une topologie, la description du pipeline de données. Du coup, on va lui générer ça, on va lui donner. Donc là, j'ai une classe dans laquelle je dis je veux que tu m'injectes le nom du topic d'entrée, namesRow. Je vais avoir un topic de sortie, namesAnalytic, et je vais construire une topologie. Okay, et cette topologie, je vais l'enregistrer dans le conteneur d'injection de dépendance. Kafka Stream Topology. Et ma topologie, la voilà. En gros, je la fais en très courte
ce que je dis, c'est que je veux construire un flux de données sur mon topic names row. Je vais consommer ma donnée comme des chaînes de caractères. Et ensuite, bah, je vais faire un certain nombre d'opérations. Pick, comme en Java 8 Streams, ne va pas modifier ma donnée. Il va faire que du debugging. Group by, je vais prendre ma donnée et je vais du coup la grouper par la valeur, par le nom, dans ce cas-là. Je vais faire un count. Je vous ai dit, c'est une opération stateful. J'ai besoin de matérialiser un état. Je vais potentiellement créer des éléments sur le disque. Donc du coup, j'essaie de expliciter comment je veux matérialiser cette information. Je veux que le store, comment la manière va être enregistrée, je veux qu'elle ait un nom, je veux que ça soit sérialisé sous format de chaîne de caractères avec des langues, etc. Je pourrais m'arrêter là, et donc du coup j'aurai un compteur qui dirait Daniel 1, Daniel 2, et donc du coup l'état de mon compteur je le verrai. Mais je peux, peut-être parce que c'est intéressant, propager chaque changement de mon compteur. J'ai un compteur d'opération de carte bancaire, peut-être que j'ai envie de propager le nombre d'occurrences de transactions, parce que passer 3 transactions, j'ai envie de faire une alerte. Okay, donc là je repasse en mode stream pour justement propager ces informations. Je refais un pic pour du debug, et j'envoie ma donnée dans un topic de sortie. Comme tout à l'heure, j'ai besoin d'un peu de configuration. Ok, je nomme mon topic, maintenant vous avez l'habitude. Je lui dis de le créer avec une seule partition. Je fais un peu de tuning Kafka Stream, juste parce que pour l'effet démo. Et après, quelque chose qui est intéressant, c'est celle-ci. En fait, dans Kafka Stream, par défaut, si je démarre mon application Kafka Stream et que les topics n'existent pas, j'aurai une erreur. Parce qu'en fait, il dit j'arrive pas à m'abonner sur les topics. Quarkus permet, encore une fois dans l'intégration, permet de dire avant de démarrer l'application, je vais vérifier que les topics listés existent. Et tant qu'ils n'existent pas, je ne démarrerai pas l'application Kafka Stream. Donc ça, c'est quelque chose que Quarkus fournit en plus. Ok, maintenant je peux démarrer mon application. Je vais y arriver à faire mon compilement. Je démarre mon application. Tac, ok, ça démarre mon conteneur Docker de tout à l'heure. Ok, là on voit rapidement, c'est passé très vite. Tac, on voit des choses autour de Kafka Stream, les stream threads qui démarrent, etc. Et donc maintenant si je retourne sur ma UI, hop là, on voit que en plus de Apache Kafka, j'ai un Kafka Stream, une tuile Kafka Stream qui est apparue. Cette tuile va m'afficher la topologie de mon application Kafka Stream. Okay. Donc là je vais voir en gros la vue texte ou UI de qu'est-ce que mes lignes de code sont en train de faire. Donc je peux voir toutes les opérations. Super obligatoire en prod pour débugger cet élément-là. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à tester. Donc si je fais du Daniel, on va mettre Volcamp un coup. Hop là, tac. Maintenant, si je vais là, Kafka UI, je vois que j'ai plein de topics qui sont créés. J'ai mes topics à moi, Raw et Analytics. Et pour les besoins de processing de données, il y a des fois j'ai besoin de stocker de la donnée intermédiaire, j'ai besoin de faire de la répartition de données. Kafka Stream s'occupe de tout ça pour moi. Et si je vais dans mon topic, on va commencer par là, dans mon topic d'entrée, allez, j'ai bien Daniel Volcamp, et si je vais dans mon topic Analytics, modulo la serialisation, j'ai bien Daniel 1, Daniel 2, Volcamp 1. Okay. Super, il me reste 5 minutes. C'est bon, impeccable. Super, j'ai une application, sauf qu'on est des professionnels, donc on ne va pas envoyer une appli sans tester un minimum. Le testing d'application Kafka ou Kafka Stream peut être assez pénible, parce qu'il faut faire un producteur, il faut produire dedans, il faut consommer, etc. Et là, encore une fois, Quarkus va nous aider. Alors cette fois-ci, il faut que j'aille directement dans les dépendances. On va essayer de le mettre à un endroit pas trop moche. Par là, là. En fait, on va avoir un truc qui s'appelle Companion. Kafka Companion. Allez. Voilà. Qui est une dépendance, en fait. Et en fait, ce qu'a fait Quarkus, c'est qu'ils ont packagé un certain nombre d'utilitaires autour du testing de Kafka, histoire de faciliter un peu les choses. Donc pareil, je rafraîchis. Ok, et maintenant je peux créer mon test. Tac, tac, new, mon provider test. Ok. Donc j'ai un test, donc c'est un Quarkus test, il a une annotation test ressource, parce qu'en fait je suis en train de dire, il dépend du compagnon Kafka, et donc du coup je te demande de créer un conteneur Kafka, de connecter toutes les choses, etc., pour pas avoir à m'occuper de toute la partie chaîne de connexion. Et après j'injecte le Kafka Companion qui va être en fait un outil pour moi pour faciliter le testing. Kafka Stream Test.
Et donc du coup, voilà mon test, très rapidement. Plutôt que d'instancier un producteur, je peux faire un companion.produceStrings automatiquement. Et donc du coup, je peux dire à from record, donc je veux écrire dans mon topic names row ces messages-là, donc John, Jane, John. Et ensuite, pareil, plutôt que d'instancier un consommateur, de le configurer, de gérer le polling, etc., qui peut être assez lourd dans un test, en fait, je peux faire un companion.consume. Alors, je pourrais même faire companion.consume string. Il y a string, double, int. Sauf que moi, mon count, il génère des longues. Donc, en fait, j'ai pas la méthode. Donc, il faut que je repasse avec le deserializer, que je lui donne le deserializer. C'est un peu plus pénible parce que juste le type n'est pas couvert, mais c'est pas très grave. Et donc, du coup, je dis que je veux consommer depuis le topic names analytique et j'attends 3 records. Et je vais donner 10 secondes pour recevoir ces 3 records. Et si au bout de 10 secondes, j'ai pas mes 3 records, il va claquer une exception. Il va dire que mon test ne marche pas. Et sinon, il va passer après. Une fois que j'en suis là, du coup, j'ai récupéré mon analytics. En fait, je pourrais très bien faire un get records et récupérer mes records. Et là, j'ai décidé de faire un test qui vaut ce qu'il vaut. En gros, je prends tous les records et j'avais une vue événement, John 1, Jane 1, John 2. Ce que je demande, c'est de reconstruire l'état. Et donc, du coup, je vais faire une map qui va matérialiser mon compteur. Donc, du coup, je passe d'une liste de records à une map et je vérifie que j'ai bien 2 occurrences de Jane. Enfin, que le compteur de John, c'est bien 2. Le compteur de Jane, c'est bien 1. Et si... Super. Impeccable. Je suis même en avance. Et donc, du coup, si j'exécute le test, ce qu'on va voir, ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, je vais avoir mon conteneur. Le test. Merci. Là, on voit un peu de Docker qui démarre. Après, on voit que y a mes admin clients qui sont créés pour créer mes topics. On voit ensuite mon Kafka Stream qui démarre. Et au bout du bout, on voit mes tests qui sont exécutés. Et donc, mon test est vert. Conclusion. Juste avant la conclusion, je peux peut-être vous montrer quelque chose puisque j'ai un peu d'avance. J'ai jamais eu autant d'avance. Tac. Juste pour vous confirmer ce que je disais tout à l'heure. Ok. Maintenant je vais voir. Ah ouais, je peux montrer 2 trucs. Putain, j'ai trop de temps. Alors c'était même pas là d'ailleurs, j'en avais besoin. Je m'en fiche en fait de ça. Ce que je peux vous montrer. Mon appli n'est pas démarré. Désolé. Voilà. Quand c'est pas scripté. Compile. C'était ça que je voulais montrer. Vous vous rappelez, tout au début, on avait rajouté des extensions else et metric. Et du coup, hop là, c'est en train de démarrer. On va pouvoir aller sur ça. Ok. Du coup, dans mon else ici, parce que j'ai des extensions Kafka et Kafka Stream, en fait, automatiquement Quarkus le détecte et rajoute des check-ups sur cette partie-là. Et encore une fois, parce que j'ai Kafka Stream, je vais avoir, on voit peut-être pas très bien, mais on voit que j'ai les métriques Kafka qui sont automatiquement capturées et exposées sous format Prometheus. Et donc du coup, j'ai rien besoin de faire pour faire cette partie-là. Maintenant pour la conclusion. Pour conclure, du coup, je voulais vous parler de Quarkus, Kafka et Kafka Stream. L'objectif, c'était de vous montrer que pourquoi Quarkus a été créé, pourquoi il était intéressant de créer Quarkus en 2018-2019 et quel problème il essaye de résoudre. Ce problème de densité applicative, essayer de réduire un peu l'empreinte de la plateforme Java, tout en lui redonnant un petit peu ses lettres noblesse et la rendre sexy dans un monde où elle avait pas mal de concurrence. On a vu que Kafka, c'était une techno d'intégration de données avec certains avantages. Kafka Stream nous permet d'implémenter du streaming processing. Je lis, je transforme, je produis. Et dans l'ensemble, Quarkus va nous aider tout au long du chemin pour essayer de faciliter l'utilisation de ces différents outils. Voilà ce que j'avais à vous raconter. Et du coup, il reste 2 minutes, donc je pense qu'on peut prendre 1 ou 2 questions. Oui. Okay. Alors, est-ce que dans Quarkus, il y a la même mécanique de retry avec Kafka et de dead letter? En fait, à la base, dans les clients Kafka, le retry dépend de ta configuration et les dead letters dépendent de si tu les as configurés. Les retry, puisqu'en fait, c'est des defaults Kafka, Quarkus va les utiliser. Okay, dans, on va dire, la version j'utilise les producteurs ou j'utilise les consommateurs basiques, il va utiliser les defaults, il ne va pas forcément les transformer.
Les dead letters, c'est quelque chose de très applicatif. Donc, si tu développes une application Kafka Producer ou Consumer ou Kafka Stream, tu n'as pas de dead letter out of the box, c'est à toi de les construire. Donc, c'est pour ça que Quarkus ne va pas t'aider. Par contre, si tu montes en abstraction, et c'était la partie, on va dire le bonus, s'il y avait eu encore plus de temps, en fait, au-dessus de Kafka Streams, de Kafka, etc., Quarkus propose un certain nombre d'abstractions, notamment Reactive Messaging. Et Reactive Messaging, c'est en gros, Reactive Messaging, c'est à Kafka ce que JPA est pour JDBC, grosso modo. Donc c'est un niveau d'abstraction. Et donc là, pour le coup, tu as capacité de définir des dead letter queues, des patterns de retry, enfin des patterns de gestion d'erreurs plus haut niveau. Mais par contre, la subtilité avec Reactive Messaging, c'est que ça vient abstraire la couche de transport. Donc ça va travailler de la même manière avec Kafka, avec RabbitMQ, avec etc. Et donc là, entre guillemets, tu gagnes en simplicité, mais tu perds les spécificités Kafka ou la configuration fine. Donc si tu veux ce genre de choses en automatique, il faut plutôt monter dans les couches. Sinon, il faut rester, sinon ça reste encore à ta charge de développer ce genre de choses. Yes. Alors la question c'est est-ce que donc les tests d'intégration dans un monde Java sont très lents, est-ce qu'avec Quarkus on peut les accélérer? Ah. Alors la difficulté des tests d'intégration c'est que souvent ils dépendent d'un système externe. Et donc du coup le temps est plutôt souvent lié au système externe plus qu'à ton applicatif. Donc du coup c'est pour ça, les tests d'intégration, quoi qu'on fasse, là par exemple je démarre un conteneur Kafka. Alors il démarre relativement vite, mais je continue à démarrer un conteneur Kafka. Si je faisais un test unitaire, tout ce qui est plus classique, je démarrais encore plus vite. Donc sur la partie système externe, Quarkus ne va pas forcément aider. Il va s'appuyer sur Docker pour démarrer les services. Par contre, sur la partie, on va dire, test unitaire, si tu veux aller très vite, là, ça va t'aider. Donc moi, j'aurais tendance à dire, les tests d'intégration, on les garde pour des choses qui sont importantes et on essaye le maximum d'abstraire. Et on fait de plus en plus de tests unitaires. Yes, Karim. Oui. Alors en fait, la gestion des états dans Kafka Stream, ça se gère en deux étapes. Il y a une partie, donc quand je démarre mon application Kafka Stream, elle va tourner sur un pod, sur un conteneur, sur une VM, quoi que ce soit. Et donc là, en fait, ce que va faire Kafka, c'est quand il y a besoin de matérialiser un état, il va utiliser cette base de données et il va écrire la donnée sur disque. Mais en même temps qu'il l'écrit sur disque, il l'écrit dans un topic qu'on appelle un topic de changelog. Le but, en fait, c'est un peu comme une table et la commit log de Oracle. C'est-à-dire, sur mon disque, j'ai mon état, quelque part, et donc du coup, je suis capable de l'interroger, je suis capable de jouer avec. Mais par contre, si j'ai besoin de reconstruire cet état sur une autre machine, parce que ma première instance a craché, dans ce cas-là, je peux reconsommer depuis le changelog pour réhydrater mon file system et réobtenir mon état. Donc en fait, on va jouer sur les deux tableaux. On va dire le côté performance, c'est plutôt le stockage local, et le topic de changelog, c'est plutôt pour du failover ou de la réhydratation en cas de désastre. Alors, du coup, quand c'est gros, alors, ça dépend de ce qu'on appelle grand, il y a plusieurs mégas, c'est pas un problème. Plusieurs mégas, c'est pas un problème parce qu'en fait, derrière, ça reste un topic, donc c'est un consommateur. Le consommateur, il récupère la donnée. Donc là, si vraiment tu as beaucoup de volumétrie, tu peux tweaker un petit peu le consommateur pour augmenter la taille des batchs, essayer d'avoir quelque chose qui est plus réaliste par rapport à ta taille de données. Maintenant, de manière générale, sur les state stores qui sont très gros, souvent il y a des mauvais patterns d'architecture qui ont été mis en place. Je gère tous mes contrats depuis 1980. Est-ce que tu en as vraiment besoin dans un topic? Peut-être pas. Donc il y a ça. Et sinon, il y a aussi autre chose qu'on appelle les standby replicas. C'est en gros de dire j'ai deux instances. Et pour une copie active, je vais avoir une copie passive sur une autre machine. Et quand ma première instance tombe, en fait, je vais plutôt reprendre sur ma copie passive qui, elle, aura du coup une donnée chaude. Et je vais éviter cette étape de réhydratation. Ça arrive avec Kafka Stream. C'est du paramétrage, mais ça arrive directement avec Kafka Stream. Et c'est typiquement le genre de choses où si tu étais en client, producteur, consumer, ça serait de ta responsabilité de le gérer. C'est pour ça qu'on dit que c'est une abstraction supplémentaire qui apporte un peu plus d'outils. Super, merci à vous. Très bonne journée.